Je souhaite... Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. La commission est ouverte. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous demande d'éteindre vos cellulaires. Je vous rappelle qu'il est interdit d'enregistrer ou de prendre des photos dans la salle d'audience. Maintenant, j'aimerais demander aux avocats de bien vouloir s'identifier pour les fins de l'enregistrement, s'il vous plaît, en commençant par les procureurs de la commission. Alors, bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour tout le monde. Simon Tremblay pour la commission. Bonjour, Guy Cloutier pour la commission. Avocat pour la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour, Monsieur le commissaire. Audrey Gagnon, l'anglo-avocat pour la Société également. Bonjour, Edith Geneviève Giasson pour la Société également. Bonjour, Philippe Clément pour le procureur général du Québec. Parfait. Je comprends que le DPCP n'est pas là ce matin. Non, effectivement, Monsieur le commissaire. Bonjour. Bonjour, Monsieur le commissaire. François Fontaine, Norton Rose Fulbright. Je représente le vérificateur général du Québec. Bonjour, Maître Fontaine. Bienvenue. Alors, Monsieur le commissaire, on débute aujourd'hui officiellement nos travaux, nos audiences publiques. Donc, cette semaine, comme je l'ai brièvement expliqué la semaine passée, on aura une semaine de présentation. Normalement, on devrait être bon pour rentrer le tout cette semaine, mais il n'est pas impossible qu'on déborde un petit peu la semaine prochaine dans cette première phase de nos travaux. Nous entendrons dans cette première phase 11 témoignages. Tout d'abord, ce matin, nous aurons le vérificateur général du Québec par intérim. Suivront l'AMP, qui nous parlera évidemment de leur enquête, mais pas en fond, mais du mandat plutôt qu'ils ont, des ordonnances qu'ils ont rendues, et ils nous présenteront un peu qu'est-ce que l'AMP. Je serai ensuite de retour avec un panel d'anciens hauts fonctionnaires de l'État qui nous parleront de la gouvernance de l'administration publique provinciale. Suivront ensuite 6 présentations des acteurs que nous entendrons dans les prochaines semaines, soit la Société d'assurance automobile du Québec, le ministère des Transports du Québec, le ministère du Conseil exécutif, le ministère des Finances du Québec et le ministère de la cybersécurité et du numérique, pour ensuite conclure avec le secrétariat du Conseil du Trésor. Les deux derniers témoignages ou présentations, devrais-je plutôt dire, seront Maître Stéphane Lépine, qui nous parlera donc du cadre légal, et finalement Mme Giguère, qui nous parlera des recommandations antérieures au contrat qui nous intéressent dans le cadre de nos travaux, pour voir qu'est-ce que disait le vérificateur général à l'époque, et également le commissaire à la lutte contre la corruption et autres guides en matière de contrats publics de technologie de l'information. Comme je le disais, je le souligne encore ce matin, ce sont des présentations. J'en ai d'ailleurs discuté avec les participants, soit la Société et le procureur général du Québec, de sorte qu'il n'y aura pas proprement dit, je vous demande de ne pas permettre de contre-interrogatoire, parce qu'on ne sont pas des témoins de fait, mais plutôt des gens qui vont nous présenter certains éléments, je dirais neutres, dans le fond, la toile de fond de ce que sera nos travaux en audience publique. Toutefois, je prendrai une pause après chaque témoignage pour voir avec eux s'il y a peut-être des questions de précision, afin de s'assurer évidemment qu'on ait le meilleur portrait dans le cadre de ces présentations. Donc, après cette petite introduction, on va débuter avec le premier témoignage. C'est M. Alain Fortin, qui est vérificateur général du Québec par intérim. Je pense que Maître Fontaine... Oui, ce ne sera pas très long, Maître Fontaine. Donc, oui, effectivement, j'allais justement dire que l'avocat du vérificateur général a une petite demande ou des petites représentations à faire, mais je le souligne, sans lui couper l'herbe sous le pied, la présence de l'article 15, donc la loi sur le vérificateur général, qui prévoit... Le connaît très bien. Oui, effectivement. Là, dans une ancienne vie, il a dû faire face à cet article-là concernant une de ses propres clauses. Donc, soyez rassurés, Maître Fontaine, que je ne permettrai pas de questions sur des détails dans lesquels le bureau du vérificateur général aurait été cherché du renseignement en tant que tel, mais plutôt évoquer ce qui est d'intérêt public, son rapport et surtout ses conclusions. Là. Je ne sais pas si ça vous va, Maître. Absolument. J'imagine que Maître Tremblay, vous allez faire l'article 50. Oui. Non pas l'article 15. Ah, excusez, oui. L'article 49 et suivant. Je veux juste que ce soit pour les fins des travaux et pour les fins de l'enregistrement. Effectivement, notez que l'exercice qu'on s'apprête à faire, comme vous l'avez dit, vise à présenter le rapport d'audit du VGQ de février concernant le projet CASA. Alors, M. Fortin ne va pas lire le rapport, évidemment. Il va répondre à des questions de Maître Tremblay. Mais je veux qu'il soit bien clair qu'il y a
aucune réponse qui doit être interprétée comme ajoutant quoi que ce soit au rapport qui est déjà public. Autrement dit, on va essayer d'avoir le flot de questions et réponses, mais il n'y a rien dans les réponses, bien que ce ne soit pas nécessairement le mot à mot du rapport, qui déborde le rapport et qui ajoute au rapport ou qui se veut de quelque façon que ce soit une interprétation différente ou des ajouts au rapport. Évidemment, vous l'avez mentionné, je veux aussi que ce soit bien clair que l'exercice ne doit aucunement être considéré comme étant à quelque égard que ce soit une renonciation à l'immunité dont bénéficie le VGQ au terme des articles 49, 50 et suivants de la loi sur le vérificateur général, non plus qu'une renonciation aux privilèges qui lui sont reconnus par la common law et la jurisprudence. C'est bien compris. Très bien. Je vais veiller au gré, puis le procureur de la commission également. Oui. Avec votre permission. J'entends mon confrère, évidemment, vous présenter l'article 50 que j'ai l'occasion de plaider moi-même, comme vous le savez. Je veux simplement préciser, en fait, que les propos du témoin devront viser un renseignement obtenu dans l'exercice de ses fonctions pour bénéficier de l'immunité. Et à partir du moment où il s'engage sur cette voie, à mon sens, ça va paver la voie des questions. Alors, je veux simplement faire la mise au point sur l'article 50, qui a une portée quand même limitée, et auquel le témoin peut renoncer. Alors, c'est ce que je voulais soumettre. Alors, comme je viens de le dire, l'exercice de présentation du rapport, et on peut se contenter de le lire si ça devient problématique, n'emporte pas de renonciation, il n'emportera pas de renonciation. Perfect. Alors, si l'exercice vise à tenter de trouver dans le témoignage ou dans les réponses que M. Fortin donnera à créer ce que j'appellerais des trous dans l'immunité, évidemment, c'est un exercice auquel on ne se prêtera pas et on va se contenter de déposer le rapport sans autre formalité. Je ne pense pas que c'est le but et que c'est l'exercice auquel la Commission nous a invités. Et je veux que ce soit bien clair, l'exercice auquel nous acceptons de nous prêter, que le VGQ accepte de faire, est l'exercice de présenter le rapport de manière à, si j'ai bien compris, mettre la table. Mais il n'est pas question de renoncer à l'article 50 et à l'immunité de l'article 50. Il n'est pas question de déborder le contenu de ce qui est déjà public. Et donc, il n'est pas question, en témoignant ou en expliquant ce qui est déjà dans le rapport et ce qui est déjà public, dans ces mots, de fournir de l'information qui concerne les travaux du vérificateur général. Je le répète, Monsieur le commissaire, si la question n'est pas claire, si ce n'est pas ça qui est envisagé, et je le dis pour tout le monde, y compris mes confrères qui représentent la SAC, l'exercice se limitera à ce moment-là à déposer le rapport et tout le monde le lira et tout le monde en prendra connaissance. Alors, j'ai bien compris les arguments de part et d'autre. Moi, je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. Là. On va laisser ça aller. Je suis bien au fait également de la décision de la Cour d'appel, qui est quoique très succincte et en même temps direct sur le point, là, au niveau de la définition de ce qu'est l'article 50. Alors, je vais laisser aller, et si effectivement il y a des objections, je vais vous inviter à les faire. Maître Fontaine, vous êtes là pour représenter votre cliente. Puis également, j'aimerais également dire que le VGQ fait son travail. Le mandat prévoit également que la commission doit travailler dans l'optique que le VGQ a déjà fait un travail en tant que tel. Et le rôle d'aller plus avant, plus au fond des choses, va appartenir à la commission. Donc, ceci étant dit, je vais laisser le procureur de la commission faire sa preuve avec le témoin. Comme je dis, si jamais, en cours de route, il y a des objections ou il y a un litige, je les trancherai. Ça va? Monsieur Fortin, effectivement, si je peux juste clore sur la question, si une de mes questions, je cherche vraiment à ce que vous expliquiez le rapport, que vous le présentiez, et si une question pourrait porter à avoir un témoignage de votre part, je vous invite à dire tout simplement que vous préférez ne pas répondre à la question, parce qu'on s'en tient exclusivement au rapport ce matin. C'est bel et bien une présentation afin de lancer nos travaux, parce que, comme le disait le commissaire, le rapport de votre équipe est à même le décret constituant la présente commission. C'est pour ça, juste pour aller dans le sens, j'ai une version du rapport. Alors, selon votre question, peut-être que je vais me référer tout de suite là, à la page pour m'aider à rester vraiment le plus possible. Mais encore une fois,
Si je n'utilise pas le même mot, c'est pas parce que j'ouvre une porte, là, aucunement, là, si le mot n'est pas pareil ou quoi que ce soit, c'est juste que j'essaie de vulgariser parfois là, ce qu'on a écrit. Parfait. Maintenant qu'on a clarifié tout cela. Donc, je comprends que vous êtes vérificateur général par intérim du Québec. Depuis combien de temps? Depuis le 16 mars 2025. Okay. Qui occupait cette fonction avant vous? C'était Mme Guylaine Leclerc. Et avant d'être vérificateur général par intérim, je vais utiliser, si vous permettez, l'acronyme VGQ, ça sera un peu plus simple. Là. Quel rôle occupiez-vous au sein de l'organisation? J'étais VGA, ça veut dire vérificateur général adjoint, quand il a utilisé des acronymes, mais j'étais VGA, donc vérificateur général adjoint. Plus spécifiquement, moi, j'étais le responsable de la qualité au niveau des rapports de Mme Guylaine Leclerc. Là. Ça, c'est des rapports d'audit de performance. C'était ça ma principale tâche. Et depuis combien de temps étiez-vous au VGQ? 35 ans. 35 ans? Ça ne rajeunit pas, mais c'est ça pareil. Ça démontre votre connaissance, au moins, de l'organisation. Parlons de cette organisation-là, justement. Depuis combien de temps le VGQ existe-t-il? On a fêté nos 150 ans, voici cela, là, quelques années. Donc, je pense que c'est depuis 1868, environ, là, que le VGQ existe. Il a changé, il a évolué, mais l'existence, au départ, c'est ça. Est-ce que ça s'est toujours appelé VGQ ou il y a eu des changements? Non, au début, c'est parce que vraiment au début, il faisait la comptabilité et la vérification. Là, vous comprenez sûrement, oups, ça faisait bizarre, là, si je fais la comptabilité et je fais la vérification, il y a une problématique au niveau de la séparation des tâches, mais c'était ça quand même au début. Là. Et là, maintenant, il y a eu la comptabilité autocontrôleur, ce qu'on avait entre le contrôleur du gouvernement que lui fait pour l'ensemble du gouvernement. Et là, le vérificateur général est vraiment venu faire des audits, se spécialiser dans ce secteur-là. Okay. Et sans rentrer dans le fin détail là, de l'organigramme du VGQ, pouvez-vous nous expliquer un peu là, ces éléments principaux là, ou ces branches principales? Bien, c'est sûr que nous, excusez-moi l'expression, core business, c'est ça de la vérification, c'est l'audit. Alors, nous, on a des équipes qui se spécialisent en audit financier, ça, c'est les états financiers. Il y a un groupe aussi qui se spécialise dans l'audit performance. Il y a aussi des départements comme partout ailleurs administratifs, à savoir les ressources humaines, les ressources informatiques, très important, les communications, et en tout cas, c'est un peu ça, grosso modo. Là. On a des avocats pour nous appuyer aussi. Il y a quelques avocats qui viennent nous appuyer, notamment dans nos audits. Là. Et dans quelle mesure le VGQ est indépendant du gouvernement? Bien, on est indépendant, notamment, le vérificateur général est nommé pour une période de 10 ans. Fait que, en plus, ça, c'est aux 2/3 de l'Assemblée nationale. Notre budget, il relève de l'Assemblée nationale et non pas du gouvernement. C'est nous qui décidons nos propres travaux, à savoir qu'on va aller quoi faire, quoi vérifier. C'est nous qui vérifions nos propres travaux. Alors, c'est ça qui fait que les principaux éléments de notre indépendance. Là. Donc, par exemple, si une résolution de l'Assemblée nationale, est-ce que vous pourriez avoir à faire un audit dans ce cas-là? Effectivement, s'il y a une résolution de l'Assemblée nationale, on l'évalue, par exemple, on n'a pas d'obligation, mais on évalue, voir si ça nuit pas à nos travaux. Et là, en fonction de cela, oui, on fait les travaux. Mais encore une fois, à savoir, là, quand ils nous disent le sujet, nous, on rapporte rien qu'à la fin à l'Assemblée nationale. On a une commission d'administration publique, on dépose à l'Assemblée nationale, puis après ça, on le monte aussi à la commission d'administration publique. Nos travaux, on ne le monte pas avant, c'est quand c'est terminé au complet. Donc, on est indépendant, nos conclusions, que ce soit là, pour ce que vous mentionnez, qu'on a un mandat spécifique là, d'identifier, ou encore notre propre chef. On fait nos conclusions et là, on les présente, on les dépose à l'Assemblée nationale et en même temps à la commission d'administration publique. Donc, entre le début et la fin d'un mandat X, il n'y a pas d'échange? Il n'y a aucun échange là, avec le gouvernement ou quelques autres membres de l'Assemblée nationale. Là. Nous, on fait nos mandats, on les fait seuls et on arrive à nos conclusions et là, on les dépose. Maître Tremblay, juste une petite question. Oui, je pense qu'on ne s'en était pas parlé. Là. Compte tenu des présentations, est-ce que c'était votre intention d'assermenter le témoin ou non? Parce que je sais qu'on est parti très vite. Là. Pas particulièrement, parce que justement, il ne témoigne pas sur des faits, donc on n'a pas besoin de s'assurer qu'il dit la vérité. Il vient présenter son rapport, présenter l'organisation, qui sont des faits connus, là, qui sont publics. Donc, encore une fois, c'est dans l'optique de bien comprendre là, la première tuile, si on veut, qui a mené
à notre présence ici aujourd'hui. Est-ce que les avocats ont quelque chose à dire? Ce serait préférable. En amont? De ce que je me souvienne, même les experts étaient assermentés. Donc, Pas nécessairement, mais il n'y a pas de problème à ce qu'on le fasse. parfait. Donc, on n'aura pas besoin de recommencer. Non. Là, mais je m'excuse encore pour le retard au niveau de la technique et tout ça. Là, donc, c'est peut-être pour ça que ça a précipité. Donc, je préférais que tous les témoins, y compris les présentateurs, soient assermentés. Puis, ça respecte l'esprit de nos règles de procédure Oui, pas de également. problème. Donc, affirmez-vous solennellement que ce que vous allez dire sera toute la vérité? Dites-le, je l'affirme. Je l'affirme. Votre nom et votre occupation. Alain Fortin, vérificateur général par intérim. Merci. Donc, M. Fortin, si je vous reposais les mêmes questions que je vous ai posées sous serment, vos réponses seraient-elles les mêmes? Exact. Les mêmes réponses. Est-ce qu'il y a différents types d'audits que le VGQ fait? Oui, effectivement. Il y a les audits des états financiers, audits financiers, ce qu'on appelle, là, attestation financière. Il y a différents termes, mais c'est toujours la même affaire. C'est les états financiers. Comme notamment, on peut prendre l'exemple Société d'assurance automobile du Québec. Il y a 2 états financiers. Il y a les états financiers de la Société d'assurance automobile du Québec et le fonds d'assurance. Fait que ça, on atteste. L'autre type, et là, il y en a d'autres, là, on en fait plusieurs. L'autre, c'est l'audit de performance, qu'on appelle. L'audit de performance, c'est justement regarder la bonne gestion. Alors, dans le cadre du mandat SACLIC, effectivement, là, on a fait un audit de performance. Il y a d'autres audits qui est comme juste avant les élections, il y a un rapport préélectoral qui est déposé. Le gouvernement prépare un rapport préélectoral. Et là, on atteste sur la vraisemblance là, des hypothèses, parce qu'il y a des hypothèses. Ça, c'est nos 3 principaux. Il y a la conformité dans notre loi. Là, si vous regardez dans notre loi, ils appellent ça l'audit de conformité. Ça, c'est de regarder respect aux règles, aux lois. Mais ça, c'est très rare qu'on fait un rapport spécifique là-dessus. Souvent, il est intégré à même nos audits financiers ou nos audits de performance. Et comment décidez-vous si vous allez faire un audit A, B ou C? Il y a un comité, il y a un comité au bureau là, qui s'occupe justement, lui, de recommander des projets au comité de direction et lui va approuver ou non. Mais ce comité-là, lui, il est alimenté par, dans le fond, l'ensemble des équipes. On fait des vérifications, les états financiers, fait qu'eux, dans le cadre de leurs travaux, cumulent l'information. De plus, on fait des veilles de différents secteurs. On a aussi, on regarde les médias, quels qu'ils soient, voir l'information qui peut nous alimenter. Notre connaissance des autres audits aussi en audit de performance. Et on a aussi sur notre site qu'on peut faire des dénonciations. Fait que là, tout ça fait que les équipes, au bout de la ligne, présentent des projets au comité. Le comité, lui, évalue, là, notamment, c'est l'importance, que ce soit au niveau de l'importance monétaire ou qualitative, dans le sens que ça touche beaucoup de services aux citoyens et tout. Ça, c'est différents critères. Et là, comme je vous dis, des fois, souvent, ce comité-là va dire, allez poser davantage de questions à l'entité pour savoir un peu plus, parce que nous, nos mandats, ce qu'on vise, c'est d'améliorer la gestion publique et favoriser le contrôle parlementaire. Donc, souvent, c'est pour trouver des déficiences. S'il y a un secteur que les équipes y entendent parler rien qu'en bien, bien là, c'est sûr que lui, il y a moins de chances d'être identifié comme un sujet potentiel, et donc versus un autre que des problématiques. Donc, ça vient, pour clore, là, ça revient au comité que je vous disais, qui regarde ça, qui priorise. C'est composé des hauts dirigeants du bureau. Et après ça, ça va un comité de direction que là c'est approuvé ou pas approuvé. Et c'est seulement à l'interne au vérificateur général. Et qui ou quelle entité peut faire l'objet d'un audit ou d'une vérification? Tous les organismes gouvernementaux là, peuvent faire l'objet d'audits de performance. Il y a aussi maintenant, là, on a un article dans notre loi d'utilisation de subventions. Ça fait que même une entité qui peut faire, mettons, une société, mettons, une municipalité qui reçoit de l'argent pour son aqueduc, ben là, elle a une subvention, on va pouvoir aller voir la subvention, simplement. Puis, il y a aussi dans le secteur de la santé, notre loi nous permet d'aller des organismes là, qui ont la majorité de leurs revenus provient là, du gouvernement, on va pouvoir aller aussi. Fait que donc, mais quand on prend un exemple au niveau du contrat, mettons qu'on examine un contrat, là, c'est sûr qu'on ne peut pas aller dans l'entreprise privée.
Là, on arrête à l'organisme. Mettons, le ministère des Transports, si on fait un examen des contrats, on va aller, oui, analyser ces contrats, on va examiner toute la documentation du ministère des Transports, mais on n'ira pas chez le fournisseur. Ça n'empêche pas qu'on peut le rencontrer, par exemple, pour discuter avec lui, mais il ne fera pas l'objet de l'audit. Donc, si on vient un peu plus au cœur du sujet, l'audit qui a été fait pour le projet CASA, est-ce que vous avez personnellement participé à ce projet-là? Oui, comme que je vous disais, mes responsabilités, moi, c'était responsable de la qualité, là, ça c'est un terme chez nous. Alors, j'étais responsable de la qualité au même titre que tous les autres rapports, mais celui-ci, mettons spécifiquement, j'étais le responsable de la révision de la qualité pour ce rapport-là. J'étais impliqué. Je vais vous exhiber, je ne sais pas si M. Richer peut exhiber donc le rapport. Je le vois à ma droite. Ah, vous le voyez à votre droite? OK, parfait. À ma droite, à moi, en tout cas, je ne sais pas. Ça, c'est possible de le mettre à l'écran pour le bénéfice de tout le monde, parce que je comprends que c'est seulement à l'écran du témoin. Bon, parfait, je le vois apparaître. Donc, vous voyez, vous vous rappelez de ce rapport-là devant vous, parfait. J'en ai amené une copie avec moi là, pour m'aider dans le cadre. Dans votre pour répondre à vos questions, et ça correspond exactement là, au rapport qu'on a déposé en février. Parfait. Donc, avant de vous entendre nous présenter ce rapport-là, on va le déposer. Donc, comme ça, je vous suggère pour les pièces, donc, d'y aller avec l'acronyme de la commission, CESIS. Oui. Underscore, la ligne en bas. 1 pour le premier témoin, oui. P pour la pièce et -1 parce que c'est la première pièce. Donc, par exemple, le deuxième témoin, ce sera 2P et où sera rendu au numéro de la numérotation. Parfait. Donc, on cote la première pièce de la commission, CESIS-1-P1. Exact? Ou underscore. 1P-1. Parfait. Donc, évidemment, pour la suite de la présentation, je comprends que vous avez fait une présentation à l'Assemblée nationale ou à la Commission de l'administration publique, plutôt? Exact. La Commission de l'administration publique, là, si vous voulez, je peux vous expliquer comment ça fonctionne aussi. Oui, peut-être nous expliquer succinctement la dynamique. La journée du dépôt, nous, on rencontre c'est des députés, c'est la Commission de l'administration publique. Alors, on les rencontre le matin. Mettons, 7 h, 8 h, en tout cas, on les rencontre tôt. Et là, on leur explique les grandes lignes, ce que vous nous dites, là, qui est la présentation. On leur présente les grandes lignes, justement. Chacun, ça, c'est typique à ce qu'on a fait pour la SAC, mais c'est typique à tout le temps. C'est pas une chose particulière qu'on a faite. Et là, le matin, on le présente. En même temps, de l'autre côté d'une salle, les journalistes à huis clos ont accès aussi à notre rapport. Là, les députés aussi, c'est à huis clos. Et là, vers les 10h, 10h20, là, mettons qu'on ne s'astine pas sur les 15 minutes, le rapport est déposé à l'Assemblée nationale. Alors, à partir du moment où il est déposé à l'Assemblée nationale, il est rendu public. Et là, après ça, à 11h, là, on fait une conférence de presse là, auprès des journalistes pour répondre à leurs questions de façon plus spécifique. C'était au niveau de la SAC. Alors, on a répondu à leurs questions. Parfait. Donc, si on va peut-être se servir de cette présentation-là. Juste avant, je comprends qu'on a produit seulement le chapitre 2 là, à la pause. On va également produire le temps de retrouver le chapitre 1. Peut-être nous parler là, du chapitre 1 très succinctement. Je comprends que c'est davantage le chapitre 2 qui nous intéresse, mais le chapitre 1 relativement aux états financiers. Là, dans le fond, j'aimerais savoir quels impacts relatifs au déploiement d'un système informatique là, a sur les états financiers. Pardon. Dans un premier temps, même si c'est correct que vous allez chercher le chapitre 1, mais on en parle aussi là, au paragraphe 70 de notre rapport, okay. Les éléments que vous voulez nous parler au niveau des états financiers, l'impact sur les états financiers, parce que le constat 3, dans le fond, c'est sur les problèmes qu'ont engendré là, les conséquences, oui. Fait que donc, un de ces éléments-là, c'est que quand on retrouve au paragraphe 70, c'est au niveau des états financiers. Alors, pour vous expliquer, c'est que c'est sûr que, comme tout gros système, maintenant, c'est plus comme avant, là, les affaires papier. Là, hein. Maintenant, c'est très informatisé. Fait que donc, très informatisé signifie que les contrôles, il faut qu'ils soient adéquats. Il faut que ça soit important qu'il y ait des bons contrôles, sinon, c'est compliqué. Et là, justement, dans le cadre de SACLIC,
C'est un nouveau système-là. Puis tantôt, je vous expliquais que le vérificateur général, ses tâches étaient particulières au début de l'existence. Bien ici, la direction du programme, là, c'est bien écrit à 70, c'est pas assuré au début là, que les employés de la SAC qui utilisent un nouveau système, bien, la séparation des tâches était bien faite, à savoir que quelqu'un qui crée une transaction et quelqu'un qui approuve la transaction, c'était-tu bien séparé? Fait que ça, c'est un élément pour nous qui était problématique. Il y avait un autre élément qui était au niveau, ce que moi j'appelle au niveau, en tout cas dans les droits d'accès à hauts privilèges. Ça, les droits d'accès à hauts privilèges, c'est que dans le fond, c'est vrai que c'est très utile parce que ça permet de corriger rapidement là, les problèmes informatiques. Mais de l'autre côté, ça fait en sorte qu'on contourne les contrôles. D'où, pour un vérificateur, c'est inquiétant là, quand on contrôle. Puis là, ben, une fois qu'on a contrôlé, on n'a plus la trace. Là. Donc, il y avait, au moment ce qu'on a mis en place, on avait créé environ une centaine de ces comptes qu'on appelle à haut privilège, puis on en a créé 140 autres. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aller contourner les contrôles. Et enfin, le troisième élément qui nous préoccupait, c'est que la SAC n'était pas en mesure de connaître justement l'intégralité des modifications qui avaient eu lieu. Des gens qui avaient venu modifier les données, puis qu'est-ce qui s'était passé. Fait que tout ça faisait en sorte que la conséquence, c'est que là, le vérificateur général et son co-auditeur, alors le co-auditeur, je ne veux pas faire une grande histoire, mais dans la SAC, on est 2 vérificateurs. Il y a nous, puis un autre, une firme de comptables externe. Ça arrive parfois pour certains états financiers. Dans le cas de la SAC, c'est ça. Fait que donc, avec tous ces problèmes-là, ces lacunes au niveau des contrôles, nous, ce qu'on a appelé dans notre jargon, là, ce qu'on a émis, c'est qu'on a dit qu'on était dans l'impossibilité de formuler une opinion sur les états financiers du 31 décembre 2023. Ça, c'était pour les états financiers de la SAC. Tandis que pour le fonds d'assurance, ça causait des problèmes, pas généralisés, donc on a pu émettre une opinion, mais avec réserve. Toujours avec notre co-auditeur, une firme Externe. privée. Parfait. Si on va donc maintenant au chapitre 2... M. Fortin, je veux juste vous demander, je sais que c'est pas naturel, là, généralement, on tend à répondre à ceux qui nous posent des questions. Mais moi, moi, j'ai un rapport à écrire à un moment donné, et ça serait bien que je puisse me parler à moi, là. Excusez-moi, à date, faites bien de me reprendre. J'ai pas une fois, je vous ai regardé, excusez-moi. Je ne l'ai pas pris personnel, faites-vous en OK, pas, c'est bon. juste question de facilité, là, pour tomber là, dans le nœud là, qui m'intéresse énormément. Ça tombe bien, on est rendu là justement, donc au chapitre 2. Bon, tout d'abord, quel était l'objectif de l'audit du programme? Dans le fond, notre objectif de l'audit, c'était de regarder, voir si la SAC avait bien géré adéquatement le projet, ce qu'on appelle CASA, le projet CASA. C'était de regarder s'il l'avait bien géré. Et quelle était la portée de votre rapport, ou plutôt la période qui était couverte par votre audit? La période, c'était de janvier 2013 à juin 2024. Bon, certains pourraient dire, oui, mais pourquoi vous avez reculé précédemment à 2015, puisque c'est en 2015 que le conseil d'administration l'a approuvé. Bien, justement, c'était pour comprendre, là, avant de l'approuver, qu'est-ce qui s'était passé. Fait que ça, c'est notre principale période, là. Puis notre rapport, on l'a déposé en février 2025. Ça fait que ça a fini, là, on finit toujours avant l'émission du rapport. Et pourquoi vous avez fait cet audit en particulier? C'est que là, quand il y a eu la mise en service là, la livraison 2 qu'on appelle, parce que, en tout cas, la livraison 2 qui était au niveau des permis, il y a eu beaucoup de problèmes. Fait que tantôt, je vous avais dit que le groupe, le comité, nous, on est très sensibles aux éléments là, quand c'est des problématiques pour améliorer la gestion. Fait que ça en plus, ce projet-là, les montants sont substantiels. On parle de millions de dollars. Fait que ça, c'était pour nous là, 2 éléments importants qui font en sorte que j'ai rien contre les projets d'un demi-million ou 1 million, là, mais quand on parle, ici on parlait de centaines de millions, ça soulève pour nous là, encore plus de... Fait que donc, c'est pour ça, ces 2 éléments-là qui ont fait en sorte qu'on a décidé de démarrer un projet, un audit à l'égard de la CASA.
Pouvez-vous, donc si on passe à la prochaine diapositive, nous expliquer toujours en vous référant au rapport, là, de façon générale, le programme CASA? Parce on entend souvent parler de SACLIC, mais CASA, c'est quoi exactement, selon votre rapport? Bien, pour faire en bref, le CASA, c'est que dans le fond, là, eux autres, ils voulaient, la SAC, elle voulait moderniser ses systèmes. Puis, elle voulait améliorer aussi son offre de services au niveau en ligne. Fait que donc, elle avait décidé d'utiliser un PGI, logiciel de gestion intégré. Et donc, ça, en tout cas, je ne sais pas si vous voulez... On va y revenir, vous pouvez y aller dans l'ensemble, puis on va revenir sur certains éléments là, de votre... Fait que donc, ce qu'elle avait décidé, c'est de faire un projet sur 10 ans. La SAC avait décidé ça, de faire un projet sur 10 ans. Ce projet-là de 10 ans, de 2017 à 2027. Et le projet initial, il incluait, dans le fond, 3 livraisons, qui étaient le développement. Ça, c'était le développement. La livraison 1, qui était au niveau administratif, les ressources humaines, les ressources financières. La livraison 2, qui était davantage les permis de conduire, l'immatriculation. Puis la livraison 3, qui était plutôt l'indemnisation. Ça, c'était au niveau de développer 3 livrables. Ça, c'est au niveau du développement. Mais aussi, dans leur projet initial de la SAC, il y avait aussi une phase d'exploitation. C'était déjà prévu initialement qu'il allait avoir une phase d'exploitation qui allait durer, une fois que le développement allait être fait, jusqu'en 2027. Donc, c'est ça, grosso modo. C'était un système pour qu'il allait avoir 3 livrables avec une phase pour le développement pour ces 3-là et une phase d'exploitation. OK. Et donc, tantôt, vous avez parlé que l'appel d'offres était lancé en 2015. Dans votre rapport, vous faites état du processus. Pouvez-vous nous le résumer? Oui, on a des principales étapes. En tout cas, je peux vous dire que, bon, on a en la figure 1 du rapport, justement, on dit justement qu'en février 2015, il y a eu l'autorisation du conseil d'administration de la SAC de procéder à l'acquisition d'un PGI. Ça a été l'approbation. En mai 2015, en mai de la même année, il y a eu le lancement de l'appel d'offres. Fait qu'il y a eu l'appel d'offres et il y a eu le contrat, ça a été en mars 2017, entrée en vigueur du contrat entre la SAC et l'Alliance. L'Alliance, c'est... je pourrais vous l'expliquer plus tard, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Allez-y, exactement, c'est comme vous voulez. Sommairement, puis on pourra revenir en détail tout à l'heure. OK. L'Alliance, dans le fond, c'est que... tantôt, je vous ai parlé d'un logiciel de gestion intégré. C'est quelqu'un qui fournit justement le logiciel. Mais ça prend... ces logiciels-là, dans le jargon à moi, c'est général. C'est pas... ça prend une autre firme qui va venir l'ajuster, apporter des personnalisations à l'égard, justement, de l'entité. Ici, on parle de la SAC, qui va venir personnaliser. Fait que ça prend un intégrateur. Fait que donc, un fournisseur de PGI, puis un intégrateur. C'est pour ça, dans les termes, souvent, on dit l'éditeur et l'intégrateur. L'intégrateur, c'est lui qui il prend le logiciel, puis il vient apporter des ajustements là, en fonction des besoins de la société. Vous avez parlé de phases. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu plus en détail sur les 3 phases de livraison? Là, exactement, qu'est-ce que ça devait contenir, toujours selon le rapport? Exact. Dans le rapport au paragraphe 2, là, on présente là, que devaient contenir là, ces 3 phases-là. La première, c'était la gestion administrative. Fait que ça, c'est tout ce qui est finances, ressources humaines. Ça, la livraison 2, c'est justement cette livraison-là qui a été mise en service là, en février 2023 et là qui a eu beaucoup de problèmes. Ça fait que là, c'est celle-là souvent, là, en tout cas dans vos questions, je vais y référer souvent, c'est la livraison 2, qui inclut au niveau de la délivrance, renouvellement, suspension des permis de conduire et l'immatriculation. Tout le monde qui a une automobile, c'est un peu là, le permis de conduire, mais c'est aussi l'immatriculation des véhicules routiers, incluant les véhicules lourds qui font du transport de biens personnes. Fait que c'est ces 2 principaux. Il y a d'autres choses, mais la livraison 3, c'est l'indemnisation. Fait que les gens ont subi des dommages corporels. Là, ça fait que c'était le 3e volet, ça. Si on revient au 2e, vous en avez nommé 2. On voit à l'écran un extrait de votre présentation à la Commission d'administration publique. Les 2 autres, pouvez-vous en faire état, s'il vous plaît? Prévention et sanction des infractions relatives au transport routier.
Puis il y avait la perception des sommes pour les organismes publics. Effectivement, j'aurais dû le nommer le 4e parce que lui, il est quand même pas négligeable parce que la SAC aperçoit pour près de 3 milliards de dollars pour les autres. Là. Fait que ça, ce qui a fait d'ailleurs en sorte que on a des réserves dans certains états financiers pour ceux qui aperçoivent. Il est mandataire, ils perçoivent de l'argent. On a parlé, je vous ai parlé qu'il y a eu une impossibilité d'émettre une opinion, une réserve au niveau du fonds d'assurance automobile. Et là aussi, il y a eu des réserves dans d'autres, parce qu'on n'avait pas la certitude au niveau des revenus qui étaient perçus. Juste pour bien comprendre, ça, c'est les montants, par exemple, prélevés sur des droits d'immatriculation dans la région métropolitaine où est-ce qu'on paye pour, par exemple, la CMM, et c'est de l'argent qui devrait retourner. C'est ça, il est mandataire. Il reste, entre guillemets, il ne reste pas dans les coffres. Tout à fait. Et il va là, mais pas longtemps. Après ça, là, mais quand même, c'est important que le système soit robuste parce que ça a de l'impact aussi pour ces mandataires-là. Absolument. Donc, si on va à la prochaine diapositive, là, expliquez-nous, là, sans rentrer dans les fins de détail, là, la société viendra présenter là, son organigramme et tout, mais les personnes qui sont responsables du projet CASA, là, selon les constatations qui apparent de votre rapport. Alors, il y avait, dans la partie du bas, je vais commencer par la partie du bas. Normalement, on commence par le haut, on descend, mais là, je vais commencer par la partie du bas, qui était la direction du programme CASA. Là. Alors, il y avait le vice-président aux technologies de l'information qui était responsable de cette direction-là. Et lui, ben, pour réaliser le projet CASA, il y avait des ressources internes de la SAC, mais comme vous voyez, tantôt, je vous avais parlé de l'Alliance, l'éditeur et l'intégrateur, qui faisait partie aussi de l'équipe de développement. Alors, ce groupe-là, qui était, l'expression moi, plus opérationnelle, qui s'occupait justement de s'assurer de développer et aussi de l'exploitation par après, c'était ce groupe-là, qui était de autant des ressources internes que des ressources externes qui étaient composées de l'Alliance, ben il devait faire de la reddition de compte au conseil d'administration et à ses comités. Là. On voit ici à gauche, là, comité conjoint de suivi du programme CASA, là, puis un comité de direction, mais il y avait un conseil d'administration qui faisait à certains égards, mais pas de la micro-gestion. Il faut s'entendre, le conseil d'administration, c'est un... comme tout conseil d'administration, c'est les orientations stratégiques, oui, les grandes décisions, mais lui doit être alimenté pour bien prendre ses décisions, il doit être alimenté. C'est pour ça qu'on a une petite flèche de reddition de compte au niveau des gens opérationnellement qui gèrent, qui donnent l'information à lui, et après ça, il y a des décisions qui doivent se prendre. C'est une évidence, mais dans le fond, la bloc en haut donne les orientations, les décisions stratégiques. En bas, ils les appliquent, ils font une reddition de compte et suite à la reddition de compte, il y a davantage de décisions de nature stratégique qui sont prises. On peut dire que c'est circulaire. C'est ça que... effectivement, c'est ça que ça vise. Les autres, c'est sûr que les gens sur le conseil ne sont pas là tous les jours. Eux autres, c'est des gens là, on leur donne l'information. À la lumière de cette information, il y a des décisions qui sont prises. Eux autres les appliquent. Et là, opérationnellement aussi, ils s'occupent du développement et de l'exploitation. Donc, dans votre rapport, vous faites 4 constats. Expliquez-nous très succinctement. Évidemment, on va aller en détail pour chacun de ceux-ci, mais nous expliquer, là, pour commencer, les 4 constats que vous avez faits. Le premier, c'est sur les coûts. Je peux vous le lire. Les coûts du programme CASA ont augmenté de près de 500 millions de dollars et cette augmentation n'a pas été clairement communiquée aux décideurs. Le deuxième, alors, qui touche davantage les tests. Les tests, là, c'est important de les faire là, avant de la mise en service pour s'assurer que le système est robuste, mais on porte là-dessus. C'est la direction du programme n'a pas mené les tests nécessaires avant la mise en service du nouveau système informatique en février 2023. Le troisième, qui est plus sur l'impact que ça... Il y a eu des problèmes lors de la mise en opération et aussi des bénéfices attendus, parce qu'il y avait des bénéfices qui étaient attendus avec ce système. Bien, il s'intitule ainsi « La mise en service du nouveau système informatique en février 2023 a entraîné des problèmes importants et n'a pas engendré les bénéfices attendus. » Le quatrième, qui est plus le volet reddition de compte. Alors, ce qu'on mentionne, c'est dans les redditions de compte, la direction du programme affirmait que le développement se déroulait comme prévu, alors que des retards s'accumulaient et des problèmes de qualité étaient perceptibles.
Donc, on va aller dans chacun des constats. Le premier, donc, là, on vous a entendu en une phrase, quel était-il? Résumez-nous maintenant, de façon plus détaillée, ce premier constat-là, là, au-delà du chiffre de 500 millions de dollars qui peut frapper l'imaginaire, mais de façon plus détaillée, qu'en est-il de ce premier constat-là? Mais avant le détail, je veux bien comprendre, pour avoir lu votre rapport, moi je l'ai mal compris, le 500 millions de dépassement va être à la fin de l'exercice du 10 ans. Là. Est-ce que c'est une augmentation qui est, selon ce que vous avez fait, là, vos travaux, le VGQ constate qu'en 2027, il va y avoir un dépassement de coût de 500 millions au programme. Est-ce que je me trompe? Ou... Non. C'est, pour être clair, c'est que le budget initial de la Société d'assurance automobile, c'est son budget initial. Et là, ça incluait une phase de développement et une phase d'exploitation. Ça, c'est un projet de 10 ans. Et c'était, on pourra y aller plus en détail ou comme tout de suite, en tout cas, qu'importe, pour répondre à votre question, c'était 638 millions. Et nous, on estime qu'au minimum, ça va être 1,1 milliard pour faire ce 10 ans-là. On dit bien, fait que donc vous avez raison que dans le 1,1 milliard, c'est tous les coûts, là, les coûts réalisés, à venir, c'est tout. Là. Nous, on estime que c'est pour ça qu'effectivement, sauf s'ils font pas, s'ils décident d'abandonner plein d'affaires, là, ça sera autre chose. Mais pour comparer des pommes avec des pommes ou des oranges avec des oranges, au départ, le budget initial incluait les 3 phases et incluait l'exploitation. Donc, si je veux comparer une pomme avec une pomme, ça, c'est pas dans le rapport, pomme avec pomme, mais c'est mon expression à moi. Fait que là, je pars de là et je regarde voir comment ça pourrait coûter, puis c'est au minimum 1,1 milliard. Fait que c'est ça la différence. Effectivement, vous avez très bien compris que c'était là, une fois toutes les dépenses, et là, ça, on n'est pas, sont pas rendus là encore, toutes les dépenses. Mais il y en a qui sont encourues, mais il y en a qui sont à venir. Parfait. Ça répond. Merci, M. le commissaire, pour la précision. Donc, le volet, on passe de 638 millions, si je me permets aussi l'expression, tout inclus, à un estimé, selon votre rapport, toujours de 1,1 milliard. Mais est-ce qu'au niveau là, des coûts, c'est le seul du constat 1, est-ce que c'est le seul constat que vous faites? Au-delà des chiffres, au-delà du volet financier. Si vous voulez que j'aille dans le détail au niveau de ce constat-là. Oui, on va détailler le constat pour bien comprendre. Oui, il y a autre chose. Là. Il y a eu des problèmes, si on veut, là, au niveau, là. Bien que vite, je vais répondre, puis en tout cas, vous nous direz sur quoi que vous voulez que je revienne. Tout à fait. Écoutez, on est pendu à vos lèvres. Allez-y. OK. Bon. Fait que je vais commencer en premier, en tout cas, puis m'orienter. Vas-y, je compléterai. Allez-y, je compléterai. Donc, je commencerai par le tableau 1. Qui parle du budget initial. Ce qui est important, là, le budget initial, dans le tableau 1, on peut constater que le budget initial ça, c'est le budget initial de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAC, toujours qu'on mentionne, mais là-dedans, il y a les 3... Juste, M. Fortin, dans votre PowerPoint, vous vous situez à quelle diapositive que vous parlez? Là, c'est dans mon rapport. C'est dans votre rapport. Ça ne sera pas très long, on va de l'afficher, M. le commissaire. C'est parfait. Et voilà. Non, ça, c'est la figure. Tableau 1, oui. On est proche, mais on n'est pas... C'est à la page 14 pour aider le télécino de la commission. Oui. Alors... Et voilà. Page 14. Alors, je vais commencer par la page 14, si vous me le permettez. Oui. Ça, c'est le budget initial de la SAC. Fait qu'on voit là que dans le budget initial de la SAC, il y a les 3 phases qu'on a parlé, que vous m'avez même demandé de préciser, là. Alors, on voit qu'il y a les 3 phases pour la phase de développement. Ça, c'est du développement informatique, c'est à savoir, pour y aller encore plus précisément, c'est pour ajuster, là, justement, d'arriver avec pour le logiciel et ajuster. Ça allait coûter, c'était estimé 374 millions. Ça, c'est la colonne à droite, quand c'est sous-total. Ça, c'est pour le développement, la phase de développement, 374. Et initialement, pour la phase d'exploitation, 363,9, ce qui faisait le 638. On constate que la phase d'exploitation, c'est quand même 41 du montant initial. L'autre, c'est environ 59. Je vous mets des chiffrons, là, si quelqu'un a une calculatrice, va peut-être arriver une petite affaire, là, mais c'est à peu près les grandes lignes. Et la colonne société qu'on a décidé de l'appeler la SAQ, ça, c'est dans le fond, c'est pour le coût des ressources à l'interne, que ce soit des gens qui sont déjà des ETC, des employés à temps complet ou encore des consultants qu'ils embauchent. Vous m'enlevez la bouche. J'étais pour vous dire, c'est ça exactement, qu'il y a 2 colonnes un petit peu plus à gauche, qu'il y en a une, c'est SAC. Tantôt, je vous parlais, quand vous vouliez que j'explique
comme le genre d'organigramme. Là, il y a les ressources, ça, c'est les ressources internes, la SAC. Et l'autre, c'est le contrat à l'Alliance, là. L'Alliance qui est composée de l'éditeur, puis celui de l'intégrateur. Donc, ça, c'est la photo, si on veut, au début du projet. Au début. Ça, c'est la photo au début. Et là, en février, pour être très précis, puis pour ceux qui veulent une référence, c'est au paragraphe 22, en février 2020, là, la direction du programme évaluait, puis là, elle sait très bien que c'est ça. On le voyait qu'elle, il était déjà rendu à 140 millions pour la livraison 2 de dépenses. 140 millions. Et là, on peut retourner au tableau 1, on voit livraison 2. Oh, on avait estimé 96,9. Et là, on était déjà rendu à 140 millions. Et en plus, on était à peine commencé. Fait que donc, oh, je vois que vous avez la bouche ouverte. Allez-y, je laisse terminer avant. Oui, OK. Donc, on voit que, oh, là, fait que c'est pour ça que c'est ce qu'on, la SAC, elle a appelé ça la période de replanification. À la lumière de ça, ils ont fait une replanification. Évidemment, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, quand vous dites 141 millions, on va regarder dans... C'est le total, là, pas la partie du compte, pas de la partie de l'Alliance, c'est la partie de l'Alliance et de la SAC. C'est ça. C'était les deux. Fait que là, elle avait 140 millions. Puis là, c'est sûr que là, on voit que ça ne marchait pas dans le sens qu'on avait prévu 96,9, puis on était rendu à 50, et en plus, on était à peine commencé. Donc, là, il y a eu ce qu'on appelle, puis je ne conteste pas l'expression, la replanification en 2020. Et là, c'est pour ça que là, ça nous amène au tableau 2, si vous me le permettez. On va y aller tranquillement. Si ça vous va comme ça, je vais continuer de temps en temps pour les références. Pas de problème, allez-y. Pas de problème. Présentez votre rapport, donc. Si vous êtes Alors, mieux on placé arrive pour moi. au tableau 2. Fait que là, il y a... Juste un instant, on va attendre. Ça n'est pas très long. Ah, oups. Oh, on est au 3. OK, parfait. Alors, oui, on a le tableau 2 devant nous. Allez-y. Parfait. Alors, au tableau 2, ce qu'on constate, que là, je vous amène juste à la ligne, la livraison 2, là. On voit là que la livraison 2, tantôt je vous avais dit que le budget initial, là on a deux colonnes, budget initial, puis ce qu'on a refait, la nouvelle estimation. Alors là, 416 millions. Fait que là, pour la livraison 2, on a réévalué à 416 millions. Et là, ce qui est important de noter, c'est qu'on voit, pour le budget initial, c'est toujours le 638. Ça n'a pas bougé, c'était notre tableau 1 de tantôt. Ça n'a pas bougé, c'est 638. C'est sûr que quand on veut comparer des pommes avec des pommes, il faut partir de l'initial, puis après ça, regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et là, quand on regarde pour la phase de développement, là, avec les ajustements qu'il y a eu, on est rendu à 682 millions. Et là, ce qui est important, c'est de parler des paragraphes 24 et 25, là, si vous me le permettez. Oui, allez-y. Alors, c'est que là, à l'interne, là, c'est que là, la direction du programme, elle a véhiculé, que là, le projet allait se réaliser à 682. Mais non, là, 682, ça, c'est pour la phase de développement. Il n'incluait pas la phase d'exploitation. Fait que là, si on inclut la phase d'exploitation, on est rendu à 945 millions. Fait que là, c'est pour ça que dès là, nous, on dit que l'information, ce qui était véhiculé à l'interne n'était pas, en tout cas, exhaustif, parce que il ne parlait plus de la phase exploitation de 263. Et là, la phase d'exploitation, comme tantôt je vous ai mentionné, 263,9 millions, ça représentait à l'époque 41% du budget initial. Fait que donc, ce qui était véhiculé à l'interne, c'est 682 millions. Et au même titre que le paragraphe 25, donc comme on le mentionne, l'information est incomplète parce qu'elle a été véhiculée autant... Là, je fais attention pour utiliser CAP. En tout cas, CAP, c'est la Commission d'administration publique. Là. Okay. C'est des acronymes. Là. Excusez-moi, des fois, c'est peut-être difficile, mais je vais faire attention. Alors, le paragraphe 25, ce qu'il mentionne, c'est justement ce qui était véhiculé aussi, c'était 682. Et là, nous, on dit, un peu, là, il faut inclure aussi la phase exploitation qui incluait 263. Fait qu'on aurait dû véhiculer plutôt 945,9 millions de dollars. Donc, en clair, ce qui a été dit aux élus, parce que la CAP est une commission composée d'élus, c'est le montant de 682. C'est ça. Fait que là, on disait que c'était avec ça, mais là, on ne rajoutait pas, on disait pas, là, il y a la phase d'exploitation aussi. Et là, c'est dans le tableau, oui, c'est nous, par exemple, qui avons rajouté le 263 pour arriver à 945. Je comprends. Parce que la direction de programme, elle, après ça, puis on le verra plus tard, là,
peut-être que je devance certains. Mais après ça, ils ont arrêté de faire de suivi des phases d'exploitation, des coûts liés à la phase d'exploitation. Ils ont arrêté de faire le suivi de tout ça. D'ailleurs, c'est une de nos recommandations qu'on dit, parce que si tu veux savoir combien vraiment que ça va coûter au bout de la ligne, il faut que tu fasses le suivi de tous les coûts, dont les coûts d'exploitation. Et au même titre, peut-être qu'on va plus tard arriver, mais quand on va parler des bénéfices, si tu veux calculer, parce que ce projet-là, il devait avoir des bénéfices, bien, il faut que tu saches aussi la phase d'exploitation. Si tu veux vraiment faire l'exhaustivité de tes coûts et l'exhaustivité de tes bénéfices, bien, il faut que tu saches tous tes coûts, sinon tu ne seras pas en mesure de savoir si vraiment amener des bénéfices. Donc, la phase de replanification, et là, je vous amène au tableau 3. Parce que là, justement, là, ça, c'est au tableau 3, c'est la nouvelle répartition là, du contrat avec l'Alliance. Le contrat avec l'Alliance, effectivement, là, il est resté à 458 millions. Quand vous dites, excusez-moi, je vais interrompre. Oui. Quand vous dites la nouvelle planification, c'est suite à cet exercice-là de 2020. La replanification. OK. Effectivement, la replanification, ça, c'est un exercice qui a été fait en 2020. Et là, on a fait au tableau 3. Ça, c'était permis, selon le contrat, de refaire des ajustements, là, de refaire. Mais de l'autre côté, nous, ce qu'on dit, bien, déjà en 2020, la SAC, elle savait qu'elle allait manquer de budget parce que là, en remettant beaucoup plus d'argent sur la livraison 2, bien, il va falloir que il va falloir que tu fasses l'exploitation. Il va manquer l'exploitation. Donc, déjà en septembre 2020, là, la SAC savait qu'elle allait manquer de l'argent. Fait que donc, ici, c'est rien que pour vous montrer que, au bout de la ligne, il y a eu remaniement, là, une nouvelle répartition au niveau du budget de l'Alliance. Mais de l'autre côté, si ce n'est pas l'Alliance qui fait l'exploitation, parce que tu as enlevé 139, mais il va falloir qu'il y en ait d'autres qui le fassent. Là. Et là, on ne voit plus de nombre là, à droite de la livraison numéro 3. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, selon votre rapport? Bien, exact. C'est que là, au niveau de la livraison 3, je vais y arriver par après, mais quand même, je vais répondre en partie, mais tout de suite après ça. C'est que la livraison 3, ils ont décidé que l'Alliance allait pu, justement, là, participer à la livraison 3. La livraison 3, elle est, justement, comme on le voit tout de suite, si vous me permettez, à la figure 3, il n'y a plus d'échéancier, l'échéancier inconnu pour la SAC, pour la livraison 3. Quand on arrive dans si vous voyez, il y a le contrat et replanification. Replanification, si vous voyez en vert, en tout cas, je ne sais pas si votre écran est en couleur, je ne le vois pas, mais c'est... Oui, oui. On voit, c'est échéancier inconnu de la SAC. Fait que là, pour la livraison 3, qui était au niveau des indemnisations, il n'y a plus d'échéance. Puis quand elle est dans cette figure-là, ce qu'on peut constater, c'est qu'avant la livraison 2, si vous allez au niveau du contrat, c'était supposé d'être finalisé, le développement, début 2020. Et là, avec la replanification, on était rendu à début 2023. Fait que là, il y a eu un impact, là, cette replanification. Sur les délais. Là. Sur les délais également. Fait que c'est comme vous voulez, je peux continuer aussi par la suite. J'ai deux, trois petites questions avant de vous laisser poursuivre. Donc, on voit qu'on abandonne la livraison 3, toujours selon votre rapport. Au niveau de la livraison 2, est-ce que c'est la même livraison 2? Bon. On abandonne... En tout cas, ils n'ont pas abandonné la livraison 3, mais d'un certain... On n'a pas été jusqu'à dire ça, là. Mais de l'autre côté, effectivement, il n'y avait plus d'échéancier. Les échéanciers étaient inconnus de la SAC. Là. Ils ne savaient pas. C'est bon de me corriger, parce que je me réfère à votre rapport, vous le connaissez mieux que moi, donc je ne veux pas non plus lui faire dire des choses qu'il ne le dit pas, donc merci de rectifier le tir. Donc, bref, il n'y a pas d'abandon de la livraison 3, mais on n'a plus d'échéance. On n'a plus d'échéance. Okay. Et au niveau de la livraison 2, donc je reviens avec ma question. Au niveau de la livraison 2, est-ce que vous avez pu constater et noter dans votre rapport des changements par rapport à ce qui était prévu initialement en 2017? Bien, ça, je vous amènerais, en tout cas, si je comprends bien votre question, c'était au paragraphe 34, là, 35, 36, là, 34, 35, là. C'est que... puis là, ben, il y aurait peut-être une petite mise en contexte aussi, là. C'est que dans le fond, normalement, quand un système informatique, là, comme ça, de cette envergure-là, tu dois bien décrire tes besoins. Là, je suis au paragraphe 38. Je m'excuse de promener Télésino d'un paragraphe à l'autre, mais
Au paragraphe 38, là, ce qu'on dit c'est que la direction, normalement, là, avant d'aller en appel d'offres, tu dois bien décrire tes processus, le fonctionnement de tes processus. Mais là, ça s'est terminé seulement vers la fin de 2018. Fait que c'est une problématique parce que tu as été en appel d'offres en mai 2015, puis tu as fait ton appel d'offres en mai 2015, puis ton contrat, ça a été en 2017. Fait que tu as fini de bien décrire tes besoins après. Fait que là, ça, c'est pas une bonne façon de faire. C'est à quel moment que la description des besoins se complète? Vers la fin de 2018, elle s'est complétée. Là. Ça, c'était le paragraphe, plus précisément 38, qu'on dit que là, ils ont finalisé. Mais pourtant, il y avait ça, normalement, quand tu vas, c'est important, parce que de bien décrire. Comme ça, bien, mieux c'est décrit, plus quand tu vas aller en appel d'offres, le soumissionnaire va pouvoir savoir vers où ils s'en vont. Parce que justement, là, je refais un lien avec votre question, je reviens à votre question au début, avec le paragraphe 34. C'est que là, lorsque l'Alliance est arrivée, justement pour la livraison 2, au paragraphe 34, on le mentionne, elle a soulevé que la complexité de cette livraison avait été sous-estimée de façon importante. Fait que c'est sûr que ce n'est pas étranger non plus à ce qu'on mentionne un peu plus loin quand on dit la description des besoins ont été finalisés rien qu'en 2018. Fait que là, eux autres, ils ont dit, l'Alliance, qui était composée d'éditeurs et d'intégrateurs, ils ont dit que c'était sous-évalué. Puis c'est là ce qu'ils ont demandé des ajustements à la livraison 2. Ils ont dit, on voit dans la puce, là, il y a des efforts supplémentaires vont être faits pour ci. Ensuite, ils ont dit qu'au niveau des processus de contrôle de la sécurité du transport, bien, au début, là, je ne veux pas rentrer dans le technique, puis on devait faire rien que des passerelles. Là, là, ça ne marchait plus, les passerelles. Alors, c'était beaucoup plus complexe. Fait qu'ils ont dit, ça va prendre 38 millions de plus pour ça. Fait que quand vous nous dites pour la... Puis, il y a des éléments aussi qui ont été reportés. Parce que, comme exemple, au paragraphe 35, il devait avoir une facturation jumelée. Ça, il y a quelques éléments qui ont été reportés, mais dont la facturation jumelée, c'est que la facturation jumelée, c'est de pouvoir permettre à tout citoyen d'avoir en même temps pour son permis et son immatriculation. Puis même, tantôt, quand on va arriver dans les bénéfices escomptés, ça permet justement plusieurs millions de dollars d'économie, cette façon de faire-là. Mais là, au paragraphe 35, justement, on dit qu'il y a une partie des composants de la livraison 2 qui a été reportée, dont la facturation jumelée. C'est correct? Oui. Vous nous suivez toujours? Toujours. Parfait. Est-ce que c'est le seul élément que vous avez constaté dans votre rapport? Ça, c'est l'élément principal. Au niveau de la livraison 2? La livraison 2. La livraison 3, bien ça il n'y a pas encore de... C'est pas commencé, puis il y a pas... Ils ne savent pas encore quand est-ce qu'ils vont le commencer, au moment de la fin de nos travaux. On a vu tantôt dans un des tableaux que la livraison 1, d'un point de vue financier, semble s'être bien pensée, du moins si je me fie aux lignes. Est-ce qu'il y a des constats que vous avez faits par rapport à la livraison 1 versus la livraison 2 qui explose? Non, la livraison 1, là, on n'a rien constaté de particulier. Comme vous l'avez mentionné, si on retourne au tableau 2, il y avait prévu un budget initial de 122. Ça s'est finalisé à 117 millions. C'est à peu près très similaire. Fait que le constat 1, les délais de livraison, oui, des petits écarts, mais somme toute, ça a été pas mal... ça a bien été. Ce que je comprends de votre rapport, c'était que la livraison 1, c'était vraiment pas compliqué. C'était des ressources humaines intégrées, où je simplifie ça à outrance. Là. Pour ça qu'ils sont rentrés dans le budget. Ça, on n'en parle pas dans le rapport. Ça, je pense qu'il ne peut pas répondre à ça. C'est ça. Là, je peux pas. Ça, on n'en parle pas. Parfait. Mais sûrement quelqu'un va m'en parler. Allez-y. C'est beau. C'est beau. Je ne sais pas ce que je t'ai rendu. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Dans le fond, c'est savoir si c'est dans la livraison 2, quels ont été les changements. On prend principalement, c'est la facturation jumelée. Oui. Deux petites minutes. Il y a peut-être que... Si je peux continuer. Allez-y, parce que je suis en train de regarder. Vous avez répondu à plusieurs des questions, mais allez-y pendant que je fais le tour de mes questions. Parce que tantôt, à un moment donné, je vous disais que, bon... Dès 2020, la SAC savait qu'il allait manquer de budget. Au paragraphe 28, si ça vous agace que je vous réfère toujours au paragraphe... Non, au contraire, c'est correct? Une bonne façon de faire, je crois. Alors, au paragraphe 28, ce n'est qu'en juin 2022 qui ont été... dans ce cas-ci, c'était un comité de direction, là.
pour aller demander de l'argent supplémentaire au niveau de l'Alliance. Ils ont demandé 222 millions de dollars. Le comité n'a pas accepté cette demande. Fait que ça, c'était la première demande. Ils ne l'ont pas acceptée. La prochaine, ils ont retourné en septembre. Cette fois-ci, ben là, ils ont été directement au conseil d'administration. Alors là, ils ont fait... Quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites le comité, c'est le comité de direction? Exact. Programme? Pardon? Le comité de direction du programme. Ah oui, c'est ça. Le comité du programme, c'est le comité de direction qu'on... vous savez, dans la figure 2, là, c'est le comité de direction qu'il y a là. Qui est sous le conseil d'administration. Sous le conseil d'administration. Fait que donc... Donc, juste encore une fois que ce soit clair pour tout le monde, donc, on a vu qu'en 2020, il y a cette replanification-là. Et selon... excusez-moi de précision, c'est le comité, c'est pas le comité de direction, c'est le comité conjoint, c'est celui à gauche. Excusez-moi. Okay, ça, c'est le tableau, la figure 1? La figure 2. Figure 2, ce qu'on peut peut-être remettre à l'écran. C'était le comité conjoint du suivi du programme. C'est à quelle page votre réponse? Je peux vous dire ça. 10. Effectivement, c'est plus dur de retrouver rapidement les figures et les... C'est sous le paragraphe 13. Donc, on parle de... C'est ce comité-là, le comité conjoint de suivi du programme. C'est pas le comité de direction, je m'en excuse. C'était ce comité-là qui ont été... ils ont demandé 222 millions. Et là, ça a été refusé. Et ce comité conjoint, donc, qui est constitué du comité de technologie d'information et du comité accessif et audit. Qui relève du conseil d'administration. Okay. On regardera cette semaine avec la SAQ la dynamique. Donc, ma question était, tantôt vous nous avez dit qu'il y a une replanification que je qualifie de majeure, je ne vous demande pas de le qualifier aussi. Et en 2020, on voit que les coûts changent selon votre rapport toujours. Donc, selon votre rapport, c'est seulement qu'en juin 2022 qu'on va alerter les gens au-dessus de nous, si je peux utiliser cette expression-là. Pour être très précis avec le rapport, c'est en juin 2022 que c'est à ce moment-là qu'on a été un comité pour demander de l'argent supplémentaire. Une première fois. Une première fois, en juin 22. Et donc là, on se fait dire non, on se fait aller vérifier, puis je me fie à ce qui était écrit d'aller bonifier le dossier. Et là, on se ramasse à la fin de l'été, en septembre 2022. Alors, c'est en septembre 2022 que là, cette fois-ci, on ne va pas au comité conjoint, mais on va directement au conseil d'administration. Alors là, on présente deux options. Il y avait, je résume, l'option 1, c'est le 222 millions, qu'on allait signer un avenant avec l'Alliance. L'Alliance, on le rappelle, c'est toujours l'éditeur, puis celui qui ajoute. L'option 2. Et là, ça, c'est la première option, excusez-moi. Non, ça, donc l'option 1, c'est assez clair. Il manque 222 millions. L'option 2. L'option 2, oui. Même s'il y a beaucoup de mots, là, je résume, c'est dans le fond, c'est qu'on va signer avec l'Alliance un premier avenant, là, qui est juste en bas de 10 % de la valeur initiale du contrat. Et là, je vous explique, c'est quoi la pertinence ou l'intérêt d'avoir juste en bas de 10 %? C'est qu'au gouvernement, il y a ce qu'on appelle le SEAO, encore un acronyme, mais c'est le système électronique d'appel d'offres. Alors, quand c'est 10 % et plus, tu dois aller informer dans ce système qui est public de dire que, mais si tu es en bas du 10 %, et là, il n'y a pas de nuance, c'est à 9,9999 ou en bas, si tu es en bas, tu n'as pas besoin d'y aller. Alors là, la deuxième option a été choisie, à savoir un avenant de 45,7 millions avec l'Alliance. Et ainsi, il n'y avait pas besoin d'aller au SAO l'indiquer. Mais comment... j'ai deux options. Une première option qui me coûte 222 millions, puis là, la deuxième, vous dites que c'est une solution à 45 millions. Comment qu'on conjugue... qu'est-ce qui se passe avec les 160 quelques 10 millions qui manquent? Toujours selon votre rapport. Là, comme l'option 2, comme on le met dans le paragraphe 29, on le sait là, que ça va coûter plus que 45,7 millions. Là. On le sait là, que ça va coûter plus cher que ça. Là. On le sait. Là. On le sait. Là. Mais c'est sûr qu'en faisant ça, c'est pas public. L'information à l'effet qu'il allait avoir des dépassements n'est pas publique. C'est ça qu'on mentionne dans le rapport. Puis ce qu'on rajoute aussi, pour faire référence toujours au rapport, au paragraphe 31, c'est que tu ne peux pas scinder. Là. Quand tu le sais que tu vas dépasser, tu ne peux pas dire, je vais aller à l'étape A, l'étape B, l'étape C. Non, tu le sais que tu vas dépasser. Donc, puis là,
Je lis textuellement ce qu'on a écrit. Pourtant, comme prévu dans la loi, blablabla, un organisme public ne peut scinder ou répartir ses besoins dans le but de se soustraire aux obligations découlant de la loi, notamment celles l'obligeant à publier dans le SEAO les dépenses excédant de plus de 10 %. Et je reviens à ma question. Donc là, on a une partie de la solution. Notre solution en coûte 222 millions. Est-ce qu'il est présenté dans l'option 2, toujours sur votre rapport, comment qu'on va financer ou comment qu'on va se rendre à 222 millions ou dans ces eaux-là? Parce qu'on a quand même ce besoin-là, c'est lui qui l'identifie. Il ne peut pas avoir deux solutions. Ce qu'on met dans notre rapport, c'est Oui. qu'on le sait que c'est plus que ça, mais l'option, c'est d'en faire juste un avenant de 45,7. C'est ça qu'on mentionne dans notre rapport. Puis là, ben, dans l'autre paragraphe qui suit, ben, comment je dirais ça, les étapes suivantes, ben, il y en a eu d'autres avenants. Là. Il y en a eu d'autres, un autre de 68,9 et il y en a eu un autre de 39,7 avec l'Alliance. Et là, c'est sûr que c'est à partir de ce moment-là, parce que lors du deuxième, là, on avait 45,7 qui était près du 10 %. Quand on a rajouté le 68, c'est sûr que là, il a fallu aller au SEAO. En incluant les deux enveloppes. En incluant les deux, là il y avait... Puis là, ben, le 39,1 aussi, il a fallu qu'ils l'annoncent, parce que là, une fois que quand tu en rajoutes, il faut que tu les mettes toujours au SEAO. Aussitôt que tu as franchi le seuil du 10 %, même Là, si c'est 1 il faut que tu le remettes quand même. Exact. Okay. Et est-ce que dans votre rapport, vous mentionnez les dates de ces deux avenants supplémentaires-là? En juin 2024. Ça, c'est la première? Non, le la premier, première, pardon? c'est en novembre. En novembre 2022, le 45, un avenant, si vous voyez au paragraphe 30. En novembre 2022, un avenant de 45,7. Fait que comme il faut se rappeler, ils ont été au conseil d'administration en septembre 2022. Fait que ça, c'est l'avenant a été signé en novembre 22. Puis là, ben, qu'à faire un peu de lecture, 47 millions ont été signés avec l'Alliance, soit un montant équivalent à 9,97 %. Comme je vous avais mentionné, quand tu es en bas de 10 % tu n'es pas obligé. Mais là, c'est pour ça qu'on était proche. Et donc, si on poursuit la lecture, on voit que le deuxième va être en août 2023 pour 68,9 millions. Et ça. Puis l'autre, c'est juin 24. Pour un 39,1 millions. Si je calcule rapidement, là, bon, ça fait qu'on est à quoi? 113, on est environ à 150 millions, là, grossièrement. Je reviens à ma question initiale, on a 222 millions. Là, avec ces trois amendements, on est à 150. Est-ce que dans votre rapport, vous avez pu retracer le manque à gagner ou la différence? Bien, et c'était déjà prévu qu'il allait faire des contrats avec d'autres. Là. Dans le rapport, on mentionne pas. On mentionne bien que il pouvait faire ça peut être pas juste avec l'Alliance, ça peut être avec d'autres. Okay, mais on va s'en tenir à votre rapport aujourd'hui. Si on ne mentionne pas, on n'en parlera pas. Exact. Est-ce que vous identifiez dans votre rapport les conséquences de chacune de ces deux options-là? Ben, les conséquences, c'est... les conséquences, je ne sais pas si c'est la conséquence, c'est SEAO. En tout cas, c'est celui-là. Là. Je ne sais pas si c'est ça que vous faites référence. Ou encore, c'est une conséquence, c'est que le fait qu'il est en bas de 10 % tu n'as pas besoin d'aller publiquement. Donc, en n'étant pas public, ben, l'information restait à l'intérieur de la Société d'assurance automobile. Était pas, en tout cas, pour nous, c'est ça qu'on regardait. Fait que ça, c'était pas rendu public, que monsieur, madame, tout le monde était mis au courant. Est-ce que dans votre rapport, quand je parle de conséquences également, dans votre rapport, est-ce qu'on va parler de risques avec, par exemple, l'option 1, là, il y a des risques, bon, c'est 222 millions avec ce qui peut avoir des conséquences politiques, médiatiques. Option 2, bon, il y a peut-être des conséquences juridiques. Est-ce que ce type de risques-là sont identifiés dans votre rapport? Oui, ça, c'est le paragraphe 30 là, qu'on dit. Là, on a plusieurs risques contractuels, d'affaires, juridiques, financiers. Ça, c'est dans le milieu du, si vous nous permettez, à peu près dans le milieu. La 5e ligne du paragraphe 30. 5e, 6e ligne. On met... oui, exact. Si on retourne, M. Huot Richer, ça, c'est Télésino, c'est son nom. Après, je vais mettre Télésino. Oui, à la diapositive. Non, je ne suis pas sûr que c'est à quoi qu'on réfère, de toute façon. À la diapositive 19, s'il vous plaît, M. Huot Richer. Est-ce que le coût prévu là, d'ici 2027 a été estimé là, tout en pertinent? Bon.
J'ai commencé à le mentionner tantôt, mais si on va au paragraphe 32 du rapport du vérificateur général du Québec... Désolé. Je m'excuse. Non, Fait qu'il ne sait peut-être pas c'est quoi Télésino, mais d'ici la fin de il la devrait, présentation... je pense qu'il va aller sur YouTube pour voir. Ouais. Ou il va y aller sur Internet pour voir c'est qui. Donc, Alors, paragraphe, vous disiez... 32. 32, oui. 32, c'est ça, les coûts prévus. La SAC ne peut pas les avoir estimés parce que, justement, dans la première puce, je ne sais pas si c'est appelé ça une puce ou un carré, en tout cas, j'avais commencé tantôt à vous dire la phase d'exploitation qui représentait 41 du budget initial. Ils n'en font plus le suivi. Pourtant, c'est important. Faut que tu fasses le suivi pour savoir combien ça va te coûter. De plus, je vais à la troisième puce. Les coûts associés, tantôt, on en parlait des éléments qui étaient qui n'avaient pas été amorcés, comme la facturation jumelée. Tantôt, vous m'avez dit, vous m'aviez posé une question, qu'est-ce qui a été comme retiré un peu? La deuxième livraison. Dans la deuxième livraison. Alors ici, il n'y a pas d'estimation. Et la livraison de la phase de livraison 3, qui était initialement 65, qui était encore à 65, mais ça date de 2022, fait que là, ça n'aurait peut-être pas été mauvais de faire une nouvelle estimation de comment ça allait coûter pour cette... Parce que l'estimé date de 2022, puis les choses étant ce qu'elles sont, il y a une tendance à l'inflation, donc c'est ça que vous voulez dire? Malheureusement, c'est ça que je veux dire, une tendance à l'inflation. Et là, nous, en faisant... tantôt, vous faisiez référence, là, mais elle n'est pas 19, là, mais on l'a aussi ici, là, à la page... Dans le figure 4? C'est ça, dans la figure... on voit là, la figure 4 que nous, on estimait que c'est un minimum de 1,1 milliard. Et c'est le commissaire qui tantôt me posait des questions. Qu'est-ce que ça inclut dans 1,1? Effectivement, ça inclut les coûts à venir, les coûts réalisés, c'est tous les coûts là, confondus, puis c'est minimum. Oui, ça pourrait être plus. Là. Pardon? Ça pourrait être plus. Là. Ça pourrait être plus. Là. Moi, avec l'information qu'on a, moi, je suis en mesure de vous dire ça va être... Mais là, encore une fois, c'est tous les coûts. Là. Si la SAC continue à ne pas faire le suivi des frais d'exploitation, des coûts d'exploitation, ben là, ça ne les met plus dedans. C'est sûr qu'ils vont arriver plus bas, là, mais si on veut comparer une pomme avec une pomme ou un orange avec une orange, il faut continuer. Et là, s'ils décident de ne plus faire la phase 3, de ne plus faire ci, ben là, c'est autre chose. Mais si on compare vraiment, s'ils veulent avoir ce qu'ils voulaient au début versus... Mais ça peut être plus. Effectivement, là... je ne veux pas mettre ma tête sur un bio pour garantir que ça va être 1,1, mais je vous dis que ça va être le minimum 1,1. Donc, avec vos constats, c'est une projection que vous faites. Puis, exact. Exact. Quand vous dites, c'est bien important que tout le monde comprenne, là, quand vous dites comparer des pommes avec des pommes ou des oranges avec des oranges, c'est que l'orange ou la pomme, c'est ce qui était prévu à 638 millions. Et dans votre estimé et je vous cite, plus de 1,1 milliard, c'est encore une pomme. Encore une pomme. On a la même pomme. On a les mêmes descriptifs. Même affaire. Ça, de pomme, comme je vous ai dit, on ne l'a pas mis dans le rapport, mais je me permets, là, je pense que l'expression... Au moins, vos figures sont rouges, donc on n'est pas loin de la pomme. Vous avez escamoté là, le deuxième point, là, la perte de revenus occasionnée par les erreurs. Pouvez-vous succinctement nous expliquer là, cette conséquence-là d'absence d'estimer? Effectivement, c'est en lien avec les états financiers là, du gouvernement. C'est sûr que là, vu que il y a eu beaucoup de problématiques lors de la mise en place. Là, on ne le sait pas. Là, nous autres, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas été en mesure d'émettre une opinion. Là. Fait que là, on ne sait pas, là, y a-t-il des revenus qui manquent combien? Y a-t-il de la fraude, pas de la fraude ou des erreurs? On ne le sait pas, là, comme vérificateur. Là. Fait que ça, je ne suis pas en mesure. C'est pour ça, notamment, que je vous dis que c'est un minimum. Ça, on n'est pas capable de le quantifier. Je ne sais pas c'est combien. Mentionné, je crois. Il y a eu la gestion aussi problématique, parce que sûrement qu'on va arriver au constat. Il y a eu beaucoup de problèmes là, lors de la mise en œuvre, en œuvre là, de la livraison 2. Ce qui fait que là, ça a coûté très cher, mais ça, c'est pas tout bien cumulé. Ces dommages-là, si on veut, collatéraux, là, des problèmes qu'il y a eu exact, avec la troisième... Je ne veux pas enlever le punch, peut-être qu'on va arriver tantôt, mais on prévoyait que 3 mois là, de comme stabilisation, puis force est de constater que ça a pris pas mal plus que 3 mois. On va y revenir après la pause. Ouais. Avant de prendre celle-ci, 2-3 petites questions. Vous mentionnez dans votre rapport, je crois, là, de dérogation portant sur certaines obligations de reddition de compte. Pouvez-vous nous y référer et les expliquer, s'il vous plaît?
À moins que je m'abuse, c'est le paragraphe 36 que vous nous référez. Ah, mais ils connaissent très bien votre rapport, donc je Oui, pas mal, mais c'est une Comment est-ce que question. bien que la SAC ait obtenu des dérogations? C'est ça. Elle a eu des dérogations, effectivement, mais pour moi, quelles que soient les dérogations que la SAC peut avoir obtenues, ça n'empêche pas qu'en raison de l'importance des montants, c'était des gros montants en jeu. Déjà, au départ, c'était 638 millions. Et aussi, ça impliquait beaucoup d'utilisateurs, là, à savoir les concitoyens qui sont touchés. Fait que c'était important de bien gérer ce projet-là. Là. Fait que même si c'était des dérogations, pour moi... puis là, ben, les dérogations qu'elle a eues, je ne sais pas si c'est ça un peu que vous voulez préciser, c'était encore d'autant plus important que au niveau de la qualité, lors de l'appel d'offres, je vais résumer ça sommairement, mais souvent, un appel d'offres, quand c'est un bien, c'est le meilleur prix. Souvent, on peut mettre ça, pour la bouteille de jus d'orange, je vais faire une soumission, c'est le prix. Le plus bas soumissionnaire qu'on entend souvent. Plus bas soumissionnaire. D'autres fois, quand c'est des services professionnels, là, la qualité entre en jeu. Au gouvernement, en règle générale, c'est 30 la valeur. Là, ici, comme vous le voyez, là, dans le fond, c'est les derniers mots du paragraphe 36. Ici, ils pouvaient y aller à 50 au niveau de la qualité. Fait que c'était d'autant plus important que là, vous allez me dire peut-être que je radote un peu, mais c'est d'autant plus important de bien définir tes besoins. Parce que là, la qualité, là, va valoir pour 50 Ça fait que là, c'est pour ça que je vous reviens au paragraphe 37, que tantôt je vous ai parlé un peu. C'est important de bien, là, tes processus, les décrire. Parce que tantôt, si tu vas vouloir choisir entre Pierrette, Jeannette ou Paulette ou Claude, ben c'est mieux d'avoir bien décrit tes besoins, parce que justement, ici, il y a 50 qui est sur la qualité. Ça fait que là, ça va être important de savoir qui dans le groupe va le mieux répondre à mes besoins. Puis si tu veux savoir qui répond le mieux à tes besoins au niveau de la qualité, ben il faut que tu saches comme il faut tes besoins. Dernière question avant de prendre la pause. Quelles sont justement les raisons qui vous poussent à dire que l'analyse là, dont vous soulignez l'importance d'en faire une bonne qualité, d'en faire une bonne, pardon, quelles sont les raisons qui vous permettent de conclure, selon vous, encore selon le rapport, pardon, que l'analyse était incomplète? Là, nous sommes rendus au paragraphe 39 pour le bien que tout le monde suive. C'est au paragraphe 39. Les quatre raisons qui sont là. Exact, c'est ça. Okay, allez-y, expliquez-nous-les une à la fois, s'il vous plaît. Ben, je vais prendre tout de suite la deuxième, parce que selon moi, c'est une très importante. Là, il y a seul un éditeur de PGI qui est impliqué de façon importante dans l'évaluation des besoins. Fait que là, l'éditeur, il y avait un éditeur qui était très impliqué. Lui, il a fait plusieurs ateliers avec 40 représentants de la société. Là. Il a fait ça pendant 5 mois. Et donc, puis au bout de la ligne, il a produit un rapport pour lequel il recommandait son PGI à lui. Là. Et en même temps, il disait que ça allait être livré en 3 livrables. C'est ça qui est... et là, je vais à la troisième puce. Les clients qui ont été... c'est rien que des clients de cet éditeur-là de PGI qui ont été rencontrés. Puis comme on le mentionne, mais aucun d'eux n'avait des activités similaires ou comparables à celles de la société. Fait que pour moi, c'est ça aussi qui était problématique. Là. Fait que pour moi, là, c'est bien qu'il y en a 4, oui, je peux vous les lire, mais c'est les 2 principales. C'est que... Puis là, ben, c'est à partir de... comme le paragraphe 40, c'est en basant sur cette décision-là que là, c'est la SAC qui a décidé d'avoir recours à un PGI. Puis effectivement, c'est lui qui a participé qu'au bout de la ligne... Qui est dans l'Alliance. Il est dans l'Alliance. Rapidement, les deux, peut-être de moindre importance, pouvez-vous quand même nous les souligner? Oui, c'est ça, OK. La première, c'est seule une analyse comparative entre un PGI, le développement interne d'une solution informatique entamée à l'époque, a été effectuée par la SAC pour déterminer la solution. Fait que ça, c'est dans le fond, c'est que ils n'ont pas regardé toutes les possibilités là, qui auraient pu être possibles. Okay. Puis le dernier, c'est que ils ont invité à un moment donné 5 éditeurs, oui, de logiciels, incluant celui ayant participé. Là. Mais aucun des clients des 4 autres, là, ils ont été invités, ils ont été voir, là, parce que ça aurait pu être intéressant de voir les clients des 4 autres pour voir comment ça a été, comment ça a fonctionné, y a-tu des... Puis même en plus, peut-être que eux, j'aurais été voir, peut-être qu'il y a des activités similaires. C'est sûr que c'est toujours plus intéressant quand tu as des activités similaires à la sienne, tu es capable de voir si ça peut avoir bien été.
Parfait. Donc, écoutez, M. le commissaire, il est 11h05. Je pense que ce serait opportun de prendre une petite pause, non seulement pour tout le monde, mais pour le témoin qui, qui répond à nos questions depuis tout à l'heure. Donc, je vous dirais peut-être de prendre une vingtaine de minutes. On va prendre 11h25. Parfait, 11h25. Merci.